Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investia. C'est vendredi, fin de semaine, c'est le moment parfait pour se poser et pour prendre le temps d'écouter du contenu un petit peu plus chill, un petit peu plus léger. D'ailleurs, en fait, dans ce podcast, j'essaye de varier un peu les sujets pour alterner entre le contenu éducatif, les trucs un peu vénères, genre la création monétaire. Je sais pas si on a regardé le podcast de plus de 40 minutes sur la création monétaire, mais c'est des trucs qui sont assez solides, et des épisodes un petit peu plus détente, où on peut... je sais pas, prendre un peu de temps sur de la culture générale, toujours évidemment relié au contexte financier économique, mais des choses un petit peu plus légères, un petit peu plus détendues, qu'on peut sortir en repas, en apéro dînatoire, tranquillement, des petites infos, qui au final, je trouve, sont assez importantes parce qu'elles permettent de cerner l'état d'esprit global de l'écosystème. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait d'avoir les petites anecdotes, tu comprends les états d'esprit et les motivations de tous les acteurs de marché. Donc je trouve ça assez cool, voilà. Mais redites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui vous plaît, ou si vous préférez le contenu un peu plus éducation, ou si vous aimez les deux. Pour l'instant, en tout cas, on va faire les deux. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on mène une enquête. Une enquête sur un sujet qui fait toujours énormément parler, qui est source d'énormément de fantasmes depuis l'apparition de Bitcoin en 2008, l'identité de son créateur, Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, c'est le pseudo du gars qui a créé Bitcoin, mais on ne sait pas qui c'est. Personne ne sait qui c'est. La CIA a fait des enquêtes, énormément de gens ont fait des enquêtes, et c'est même pas qu'on a des pistes et qu'on est quasi sûr que c'est ce gars-là, par exemple. Non. On a des pistes, évidemment, mais personne ne sait qui c'est. Personne ne sait s'il est vivant, s'il est mort, s'il est actif, s'il est en prison, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un anglais, si c'est un japonais, si c'est un américain, un français, on sait pas qui c'est. Donc, dans ce podcast, je vous ai retrouvé toutes les théories les plus intéressantes autour de l'identité de Satoshi Nakamoto. Vous verrez que certaines collent très bien à la réalité, quand d'autres ce sont vraiment le fruit de la spéculation. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles au podcast si vous êtes sur les plateformes de streaming, vous savez que ça soutient vraiment mon travail et ça prend 2 secondes. Et je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les podcasts un petit peu plus rapidement sur Spotify notamment, je sais pas trop sur les autres plateformes, mais sur Spotify en tout cas, vous pouvez aller sur la vitesse et la faire varier si vous voulez mettre en x1,5, x1,2, x2, ou x0,75 si éventuellement je parle un petit peu trop vite. J'espère pas, parce que dans ces podcasts, j'essaie de parler assez doucement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on rassemble tous les éléments qu'on a sur Satoshi pour essayer d'établir une sorte de portrait robot qui nous servirait de base dans nos recherches. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on sait de Satoshi Nakamoto ? On sait que Satoshi Nakamoto, c'est le pseudo utilisé par la personne ou par le groupe de personnes derrière la création de Bitcoin, bitcoin.org et le forum Bitcoin Talk. Et vous allez voir que globalement, on a très peu d'informations. Avant qu'il publie le white paper de Bitcoin en 2008, le document explicatif du projet, on n'a rien sur son parcours. Alors oui, son profil indique qu'il est né le 5 avril 1975, que c'est un homme et qu'il est japonais. C'est tout. Je vous l'ai dit, ça fait pas énormément d'infos. Après quelques recherches, ses origines, elles sont assez difficiles à croire. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié le sujet qui affirment que Satoshi n'est pas japonais mais sûrement anglais, puisqu'il a un anglais professionnel et qu'aucun document japonais n'existe sur Bitcoin à cette époque. Et il a une façon de parler comme les Anglais d'Angleterre, une façon un peu british, vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les gens qui disent « this bloody thing » en anglais, qui est des expressions purement britanniques. Si vous regardez Peaky Blinders, normalement vous connaissez un petit peu. Et vous allez voir que cette hypothèse, elle joue beaucoup dans la recherche de nos suspects, puisque la plupart sont d'origine américaine ou anglaise. On peut aussi s'intéresser à sa vision, qui était très différente de l'écosystème extrêmement spéculatif des crypto-monnaies qu'on a aujourd'hui. Son combat initial, c'était de proposer une monnaie créée et utilisée par le peuple. Je travaille sur un nouveau système d'argent liquide électronique, entièrement pair à pair et sans tierce partie de confiance. Cette phrase, c'est celle utilisée pour présenter Bitcoin, et elle n'a pas été choisie au hasard. Les gouvernements et les institutions financières exercent un contrôle très puissant sur les populations grâce au système monétaire. Et Satoshi, son objectif, c'était de redonner le contrôle de la monnaie mondiale à la population et de changer la finance à tout jamais. Ces pensées libertariennes, elles se retrouvent beaucoup dans l'écosystème crypto, notamment chez de nombreux cypherpunks qui ont été suspectés d'être Satoshi. Être un cypherpunk, c'est faire partie d'un mouvement,
d'une idéologie anarchiste qui est appliquée aux nouvelles technologies. En français, on pourrait les appeler les crypto-anarchistes. Ils défendent la liberté individuelle, la confidentialité sur Internet pour essayer de protéger les informations et la vie privée des utilisateurs sur les différents réseaux de communication grâce à des techniques de cryptographie. Et cet objectif, il résume bien la vision de Satoshi à cette époque. Après avoir présenté Bitcoin en 2008, il a été très actif pendant le lancement du réseau. En 2010, il est rejoint par Gavin Andresen, un développeur avec qui il discutait beaucoup. Et le 26 avril 2011, Satoshi a envoyé ce message. J'aimerais bien qu'on arrête de parler de moi comme d'une figure de l'ombre. La presse tourne ça en monnaie de hacker extrêmement facilement. Parlez plutôt du projet open source. Ça donne du crédit et ça motivera les contributeurs. Gavin Andresen a répondu que la CIA l'avait invité pour qu'il leur parle de Bitcoin. Mais après avoir désigné Gavin comme son successeur, Satoshi, qui était pourtant extrêmement actif sur le forum, ne répondra jamais à ce message. La dernière trace qu'on peut trouver de lui, c'est un message qu'il a envoyé à un certain Marty Malmi, un contributeur du projet, en mai 2011. Je suis passé à autre chose, et je ne serai probablement plus là à l'avenir. C'est à partir de là que l'identité du créateur de Bitcoin est devenue un sujet central. Qui est cette personne ? Il y a toute une liste de suspects. Notre premier suspect, c'est un certain Hal Finney. Harold Thomas Hal Finney, c'est un informaticien, un cryptographe américain renommé, qui est né en 1956. Il est diplômé de l'Institut de technologie de Californie, il a commencé sa carrière dans les années 70-80 chez APH en tant que développeur. APH Technology Consulting, c'est une société de développement logiciel qui a travaillé sur le développement du système de l'Intellivision, qui est une console produite par Mattel, sortie dans les années 80 aussi. Il a travaillé sur la console Atari, pour les plus gamers d'entre vous, et il a participé à la création de jeux comme Astro Smash, Space Battle, des jeux un peu inconnus aujourd'hui, mais qui étaient des gros bangers à l'époque. Donc en plus des jeux vidéo, Hal Finney, il a commencé à travailler sur la création d'autres logiciels, comme un logiciel de contrôle de caméra pour une société d'effets spéciaux à Hollywood. Et selon ce témoignage, il se considère comme un développeur très généraliste, il a de fortes connaissances dans le domaine. Vers la fin des années 80, Hal découvre Internet et intègre le fameux groupe de Cypherpunk. Il a toujours eu cet esprit de liberté. Il est très vite devenu un membre actif de cette communauté. Il a notamment créé le premier serveur de transfert de mail anonyme qui permet d'envoyer un mail à quelqu'un sans divulguer l'origine de ce mail. Un outil que les Cypherpunk adoraient, vous vous en doutez, puisqu'ils communiquaient beaucoup par mail à l'époque. Il a ensuite fait ses débuts dans la cryptographie, en intégrant le projet d'un certain Phil Zimmermann, un ingénieur informaticien américain. Ce projet, c'était rien d'autre que la création du Pretty Group Privacy. Et si je vous dis ça, vous vous dites que vous connaissez pas, et si je vous dis PGP, peut-être que vous connaissez un petit peu plus. C'est un algorithme de chiffrement qui permet de chiffrer, de signer des données, c'est extrêmement utilisé. En 2004, 5 ans avant l'apparition de Bitcoin, Hal Finney a développé une première version d'un système monétaire qui utilisait la proof of work, la preuve de travail en français, qui est le consensus utilisé pour valider, pour sécuriser les transactions du réseau Bitcoin. Son système, il s'appelait le RPOW, mais il n'a pas fonctionné. En 2008, Satoshi Nakamoto va publier le white paper de Bitcoin sur la liste de mails des cypherpunks. Hal Finney était sûrement l'un des premiers à lire ce document. En mars 2013, il a déclaré ça. Quand Satoshi a annoncé Bitcoin sur la liste de mails de cryptographie, il y a eu une réception un peu sceptique. Les cryptologues ont vu passer trop d'idées grandioses imaginées par des noobs naïfs. J'étais un peu plus positif. Et j'avais longtemps été intéressé par les systèmes de paiement cryptographiques. Je crois que je suis la première personne à part Satoshi à avoir lancé le logiciel Bitcoin. J'ai miné le bloc 70 et quelques, et j'étais le destinataire de la première transaction Bitcoin quand Satoshi m'a envoyé 10 pièces pour tester. J'ai conversé avec lui par email pendant les quelques jours suivants, je signalais surtout des bugs et il les réparait. Hal Finney a participé très tôt au développement de Bitcoin, il est reconnu pour sa forte implication, et comme il le dit dans son message, il est le premier à avoir reçu une transaction sur le réseau le 12 janvier 2009 de la part de Satoshi lui-même, ce qui le place parmi les plus suspectés d'être Satoshi Nakamoto au sein de l'écosystème. En fait, il y a deux écoles. Soit tu te dis, en fait c'est bizarre parce que si le gars parlait avec Satoshi pour discuter de Bitcoin et qu'il lui donnait des bugs sur le forum et que Satoshi les réparait, ça peut pas être Satoshi. Par contre, ça peut paraître logique que Satoshi
et envoyer ses premiers bitcoins pour tester à une autre adresse qui lui appartient aussi, sous un autre pseudo. Donc c'est un peu ambivalent, mais en tout cas, il est extrêmement réputé, et c'est l'un des gros noms qui en ressort beaucoup. Il y a ses connaissances en cryptographie, sa contribution en tant que premier mineur du réseau, et sa relation avec le créateur de Bitcoin va porter à croire qu'Hal Finney est Satoshi Nakamoto. Autre fait assez intéressant, on va revenir dessus, mais il vivait à côté d'un certain Dorian Nakamoto, un japonais, aussi suspecté d'avoir créé Bitcoin. Est-ce que Hal Finney ne se serait pas inspiré de son voisin pour trouver le pseudo le plus emblématique de tout l'écosystème crypto? C'est possible. Et est-ce qu'après avoir tenté l'aventure des monnaies numériques, avec le fameux Air Proof of Work qui n'a pas marché, il n'avait pas fait une deuxième tentative avec Bitcoin qui cette fois a marché? C'est possible aussi. Mais jusqu'à son décès en 2014 des suites de la maladie de Charcot, une maladie qui détruit les neurones qui permettent de contrôler les muscles du corps, qu'a également eu Stephen Hawking, Hal Finney a toujours démenti ces rumeurs et a laissé derrière lui une trace à jamais ancrée dans la blockchain. Notre deuxième suspect, c'est Nick Szabo. Nick Szabo, né dans les années 60, informaticien, cryptographe, juriste américain d'origine hongroise, très connu pour ses travaux de recherche dans le domaine des crypto-monnaies. Son père était contre le communisme, et Nick Szabo va donc très rapidement prendre conscience de l'abus de pouvoir que certains gouvernements peuvent avoir ou certaines entités centralisées. En 1989, il est diplômé de l'université de Washington, un diplôme en sciences informatiques. Il refait un passage à l'école dans les années 2000, où il a un diplôme de droit, avec pour objectif de mieux comprendre le cadre légal des contraintes et de la loi. Un petit peu comme Hal Finney, Nick se rapproche du mouvement cypherpunk dans les années 90, et il a la même vision. Il a de grosses connaissances dans le domaine de l'informatique, de la blockchain, de la cryptographie et du droit. Et il a d'ailleurs tenu un blog de 2005 à 2018 qu'il appelait Unenumerated, oui j'ai hésité avant de le dire, dans lequel il a publié des centaines d'articles scientifiques liés à tous ces sujets. En 1994, Nick Szabo publie un article dans lequel il aborde pour la toute première fois la notion de smart contract. Un smart contract, c'est un contrat informatique autonome qui va s'exécuter selon certaines conditions prédéfinies. Par exemple, si vous faites du trading sur la blockchain, vous pouvez dire que si le prix du Bitcoin atteint 70 000 $, alors vous vendez 50% de votre position. Quand Bitcoin atteint ce prix, le smart contract va se déclencher automatiquement selon les conditions que vous avez choisies. C'est un contrat numérique automatique. Nick Szabo explique que ces contrats numériques qui permettent de mieux satisfaire les utilisateurs, de minimiser les risques d'erreur et de réduire les besoins d'un tiers de confiance. En 1996, il publie un deuxième article où il décrit l'utilité des smart contracts et comment il est possible de les utiliser au quotidien. Très rapidement, il fait le rapprochement avec la cryptographie et la blockchain et il dévoile sa vision des relations économiques et juridiques. Pour lui, les contrats intelligents sont bénéfiques aux monnaies numériques. Et il avait raison. Les smart contracts font aujourd'hui partie des réseaux blockchain comme Ethereum et sont extrêmement utilisés dans le domaine, ce qui place Szabo comme l'un des pionniers de cette technologie. Et il aurait pu s'arrêter là, mais non. En 1998, Nick commence à travailler sur un projet de monnaie numérique qu'il appellera BitGold. Son but, c'est de réussir à se passer des intermédiaires de confiance, comme les banques, qu'il considère comme des trous de sécurité. C'est comme ça qu'il les appelle. BitGold, qui se passe sur un modèle en Proof of Work, comme les essais de Hal Finney, devait répondre à ce problème. Mais malheureusement, le projet n'a pas reçu assez de soutien, trop tôt peut-être, et il n'a jamais été implémenté. Mais parmi tous les essais de monnaie numérique qu'il y a eu avant Bitcoin, parce qu'il y en a eu, BitGold est celui qui se rapproche le plus techniquement de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Et forcément, les rumeurs comme quoi Nick Szabo aurait juste remplacé le gold de BitGold par Coin vont rapidement se propager. Il y a même un organisme spécialisé dans les analyses graphologiques, donc la manière d'écrire, qui a comparé les articles scientifiques de Nick avec le white paper de Bitcoin. Et pour eux, il n'y a aucun doute. Nick Szabo est le créateur de Bitcoin. Il a les mêmes expressions, les mêmes tournures de phrases, la même manière de s'exprimer. Et des phrases du white paper ont même été retrouvées dans ses écrits. Pour couronner le tout, le white paper de Bitcoin avait été rédigé sur la plateforme LaTeX, une plateforme qu'utilisait aussi Nick Szabo dans ses publications scientifiques. Il a une grosse influence dans le domaine de la cryptographie, mais malgré toutes ces accusations, il a toujours nié être Satoshi Nakamoto. Ce qui est évidemment très logique, parce que c'est extrêmement dangereux de se proclamer comme Satoshi Nakamoto. Et là, vous vous dites, en fait, il n'y a aucun doute, c'est lui. Mais attendez, parce que vous n'avez pas encore entendu le prochain prétendant. Un Anglais cette fois, né à Londres
juillet 1970, Adam Back, c'est un docteur en informatique et est titulaire d'un doctorat sur les registres distribués qu'il a obtenu à l'université d'Exeter en Angleterre. Il commence son parcours scientifique en apprenant lui-même le BASIC, le langage de programmation le plus populaire à cette époque, et après avoir obtenu son diplôme, Adam Back démarre une carrière de consultant et travaille pour des startups et aussi des entreprises qui sont très bien installées. Ses missions, c'est principalement autour de la cryptographie et des protocoles liés à cette science. Mais en 1997, Adam Back va dévoiler l'ancêtre d'un des piliers de Bitcoin aujourd'hui, le protocole Hashcash. Hashcash, c'est un protocole qui permettait de limiter les spams par mail qui se développait énormément dans les années 90-2000. Envoyer un email à l'époque, c'était gratuit. Donc, les spammers n'hésitaient pas à utiliser cette nouvelle technologie pour diffuser des informations en masse. Et tu pouvais envoyer genre à la même adresse mail 1 milliard d'emails si tu voulais. Donc c'était un peu relou. Et pour résoudre ce problème, Hashcash a intégré un système qui permet de dire ok, l'envoi d'un email c'était gratuit, bah maintenant ça va coûter un tout petit peu d'énergie. Donc si j'envoie un email, ça restera toujours gratuit. Parce que le tout petit peu d'énergie ne coûte rien. Par contre, si j'envoie 10 millions d'emails, ça va me coûter très cher. Ce protocole, c'est littéralement l'ancêtre de la Proof of Work que l'on a abordé plusieurs fois déjà et qui était utilisé par Hal Finney et Nick Szabo dans leur création. Mais aussi, et surtout, par Satoshi avec Bitcoin. Ce qui place Adam Back parmi les suspects les plus sérieux. Adam fait partie des tout premiers cypherpunks. Il est britannique, et vous vous souvenez que Satoshi a de fortes chances d'être britannique, et d'ailleurs ce que je n'ai pas dit c'est que, en fait, quand Satoshi envoyait ses messages sur le forum Bitcoin Talk, il était très actif, et s'il était japonais, ça voudrait dire que tous les messages qu'il envoyait sur Bitcoin Talk, c'était la nuit, au Japon, suivant le fuseau horaire. Alors c'est possible, mais ça voudrait dire quand même que Satoshi vivait la nuit et dormait complètement le jour. Par contre, en Angleterre, ça aurait été la journée, et c'est beaucoup plus cohérent. Donc Adam Back est britannique, et surtout, il est le seul à être mentionné dans le white paper de Bitcoin. Satoshi a avoué s'être totalement inspiré de Hashcash pour créer la preuve de travail. Donc, c'est un candidat sérieux, mais est-ce que si c'était Satoshi, il se serait fait une auto-dédicace dans son propre white paper alors qu'il veut rester anonyme? Si on veut rester vraiment anonyme, c'est assez particulier pour y arriver. Ou alors c'est extrêmement intelligent. Bah ouais. C'est très facile de dire, non mais les gars, je veux rester anonyme. Pourquoi je me serais fait une auto-dédicace dans mon propre white paper? Bien qu'il soit un pionnier du minage et qu'il soit aussi l'une des premières personnes à avoir communiqué avec Satoshi, Adam Back n'a pas montré de réel intérêt pour Bitcoin avant 2013. 2013, moment où il a publié un message sur le forum Bitcoin Talk. Un an plus tard, il a décidé de cofonder Blockstream, dont il est devenu le PDG en 2016, une société de développement Bitcoin qui a pour objectif de fournir des solutions d'infrastructure pour le réseau. Comme les autres candidats au titre de Satoshi, Adam Back n'a jamais avoué être derrière tout ça, mais il a quand même grandement contribué à la forme qu'a le réseau Bitcoin aujourd'hui. Quand on a fait le portrait robot de Satoshi, on a vu qu'avant de disparaître, il avait nommé un certain Gavin Andresen en tant que successeur. Et ben c'est notre prochain suspect, logique. Gavin Andresen, de son vrai nom Gavin Bell, je sais pas pourquoi Andresen, c'est un nom de scène, c'est un développeur de logiciels australien qui est connu pour son rôle très crucial dans le développement de Bitcoin. Né dans les années 60, Melbourne en Australie, il déménage aux US en 1971 et il est passionné de réseaux, d'informatique, d'images et de films. Donc le petit Gavin, il se motive et il part pour un diplôme en sciences informatiques. Il l'a eu à l'université de Princeton en 88 et il travaille comme développeur de logiciels dans plein de domaines, y compris les environnements graphiques et les outils de développement. Il passe par la Silicon Graphics Computer Systems en tant qu'ingénieur, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel informatique. Quand Satoshi publie son white paper en 2008, Gavin n'en entend même pas parler. Il en entend parler dans un article en mai 2010 qu'il aurait découvert. Apparemment, il aurait eu un comportement un peu dégène, un peu... comment on traduit dégène? Un peu fou, un peu investisseur compulsif. Et il aurait direct acheté 10 000 bitcoins pour $50 tellement il était comme un ouf par le projet. 10 000 bitcoins, c'est 600 millions. Voilà, comment vous dire que c'est les $50 les plus rentables peut-être de l'histoire. Très rapidement, il va créer une plateforme où n'importe qui pouvait recevoir 5 bitcoins pour tester, pour découvrir le réseau. 5 bitcoins, c'est 300 000. Ah putain.
Si j'avais une machine à remonter dans le temps, je sais ce que je ferais. Hein. Mais d'ailleurs, je vois venir, mais ça sert à rien de chercher. Hein. La plateforme a fermé en 2012 pour tous les petits malins. En 2010, il a aussi créé Clearcoin. Clearcoin, c'est un service qui mettait en relation des acheteurs et des vendeurs de Bitcoin. C'est l'ancêtre des plateformes d'échange d'aujourd'hui. Sauf que sa plateforme, elle a fermé en juin 2011 pour qu'il puisse contribuer encore plus au code de son projet de cœur, Bitcoin. C'est d'ailleurs à cette période qu'il devient le principal développeur du projet, comme il l'a annoncé dans un message en décembre 2010. Avec la bénédiction de Satoshi, et avec beaucoup de réticence, je vais commencer à gérer le projet Bitcoin de manière plus active. Grâce à ses connaissances et à son attrait particulier pour cette technologie, il venait d'être désigné comme successeur de Satoshi Nakamoto avant sa disparition publique. En juin 2011, il est même approché par la CIA pour présenter Bitcoin, mais on ne saura jamais vraiment ce qu'il a dit, même si d'après lui, tout s'est bien passé. Il y a une théorie parallèle qui dit d'ailleurs que Andreessen est un infiltré de la CIA. Voilà. Après ce rendez-vous, il décide de fonder la fondation Bitcoin pour venir promouvoir la crypto-monnaie au grand public. Donc, on comprend assez facilement pourquoi il est aussi suspecté d'avoir créé Bitcoin lui-même. Sa proximité avec Satoshi, son implication, son envie de faire découvrir le projet au public font de lui un excellent profil. Et vous vous souvenez du message de Satoshi qui disait que un créateur anonyme un peu mystérieux, ça créait une sorte de mythe autour de lui et ça faisait un peu l'image d'un projet de hacker. Et je me dis, si j'étais Satoshi, une stratégie très intelligente, c'est de faire une sorte de transmission un peu smooth de moi à moi, sauf que ça serait du moi privé, mon pseudo Satoshi Nakamoto, à mon moi public, Gavin Andreessen, pour avoir une image un peu plus saine de mon protocole. Donc encore une fois, il y a deux écoles. Ça peut sembler bizarre de s'autodésigner successeur à la tête du projet, mais si on creuse un petit peu, ça pourrait être intelligent. Maintenant que Satoshi a disparu, Gavin il est tranquille pour promouvoir Bitcoin, et même s'il est suspecté, il n'a jamais avoué. Donc le mythe autour de ça reste très entier. Sauf que rapidement, son comportement va un peu changer. Il commence à arrêter d'écrire ou de vérifier du code, de parler avec les autres développeurs. Il a même essayé de faire passer en force des modifications du protocole qu'il souhaitait voir comme, par exemple, l'augmentation de la taille des blocs. Certains de ses messages sur des forums publics l'ont rapidement discrédité, et la communauté des développeurs Bitcoin lui reproche de les ignorer, de manipuler le public pour réussir à faire passer son point de vue pour celui de la population. Il est assez mal vu dans la communauté. Il s'est mis à travailler avec des sociétés externes à Bitcoin pour proposer des modifications à son code, toujours sans demander l'avis des autres développeurs actifs. Il a aussi créé un fork du réseau, c'est-à-dire un réseau secondaire qui se base sur le code source initial, qu'il appelait Bitcoin XC, sur lequel il a implémenté certaines de ses idées. Après s'être mis littéralement toute la communauté à dos, il a délaissé son statut de développeur du projet en 2014. Et ce qui vient vraiment terminer sa réputation, c'est des propos qu'il a tenus en mai 2016, quand il a affirmé que le créateur de Bitcoin était un certain Craig White, ce qui a créé une sorte de polémique autour de lui. Mais qui a confirmé que Gavin Andreessen n'était pas Satoshi Nakamoto. Du coup, c'est qui ce fameux Craig White? Craig White, c'est un informaticien, homme d'affaires, né en 70 en Australie. Et cette fois, on change un peu de version, puisque personne ne l'a suspecté, ce mec. Pourquoi il est là, du coup ? Parce qu'en fait, c'est lui qui affirme être Satoshi depuis des années. Et il attaque littéralement en justice tous ceux qui lui disent qu'il a tort. Je vous jure que c'est vrai. C'est en décembre 2015 que tout commence quand deux médias américains publient des articles et présentent Craig White comme étant potentiellement Satoshi. Il se base sur des documents, des emails qu'il a obtenus par des journalistes. Mais jusque-là, ça fait pas trop de preuves. Et vous allez voir que Craig White s'en fout d'avoir des preuves, il va continuer d'entretenir ce mythe, les années qui suivent. En mai 2016, il publie un post sur son blog où il tente de prouver ses affirmations. Sauf que la communauté et les médias, ils sont un peu sceptiques. Il y a même les deux médias américains qui reviennent sur leurs propos. Et forcément, le fait que Craig White dise à droite à gauche qu'il est Satoshi, ça va faire énormément de bruit dans l'écosystème. Donc à force d'insister, la communauté va lui dire « Ok, t'es Satoshi, du coup, prouve-le ». En 2016, Craig White va aller jusqu'à dire que vu qu'il est Satoshi, c'est lui qui a les clés privées de l'adresse qui comporte 1 million de Bitcoin. C'est le premier million qui a été miné, qui a été créé par Satoshi au tout début de Bitcoin. Et vu que c'est lui le propriétaire, il va le montrer en faisant des manipulations sur la blockchain pour que tout le monde puisse le voir. Sauf qu'il tente de faire un peu des moves, de donner plus d'infos, mais la communauté se rend très vite compte d'un truc. C'est un gros mytho. Il a aucune clé privée et ses preuves sont contestées par des experts en cryptographie.
Il devient de plus en plus détesté dans l'écosystème, et très rapidement il retire ses revendications publiques et il transmet un message d'excuse sur son blog. Mais malgré ça, il continue en privé de dire qu'il est Satoshi. Et en 2021, il ira même jusqu'à poursuivre des développeurs et des organisations comme Bitcoin.org, parce que selon lui, ils lui doivent de l'argent pour sa création. Le mec s'est auto-convaincu d'avoir créé Bitcoin, et ça lui a valu le joli surnom de Fake Toshi. Puisqu'il finit par comprendre qu'il n'a pas de preuves, il change de discours en 2022, il affirme qu'il aurait détruit le disque dur contenant les clés privées de l'adresse à 1 million de bitcoins. Et c'est seulement en mars dernier que la justice britannique a tranché. Après énormément de critiques, les preuves apportées par Craig Wright sont insuffisantes. Adam Back a aussi contribué à prouver que Craig Wright était un menteur. Il a diffusé des messages entre Satoshi et lui qui datent d'avant la publication de White Paper et qui démontent le peu de preuves qu'avait déjà Craig Stephen Wright. C'est donc officiel, ce mec n'est pas Satoshi. Sauf que l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle va encore plus loin. Craig a toujours dit avoir fondé Bitcoin avec l'un de ses associés, un certain Dave Clayman. Sauf qu'apparemment, l'un des deux aurait arnaqué l'autre et aurait gardé l'entièreté du million de bitcoins créés. Qu'est-ce qui s'est encore passé, putain? Dave Clayman, c'est un Américain vétéran de l'armée, expert en sécurité informatique des années 70. Depuis les débuts de l'informatique, il a de très bonnes connaissances dans le domaine de sécurité, c'est toujours un peu les mêmes profils, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Par contre, il a été médaillé de l'armée pour ses travaux, il a écrit des livres sur le sujet, il a réalisé des conférences. C'est vraiment quelqu'un de très solide dans son domaine. Selon ses proches, il avait clairement toutes les capacités et toute la discrétion requise pour participer à la création de Bitcoin. Le problème, c'est qu'il était tellement désintéressé par l'argent que, pour beaucoup, la théorie, elle tient pas la route. Mais elle va quand même faire du bruit. Puisqu'il y a notre fameux Craig Wright, vous vous souvenez, qui est encore dans toutes ces histoires. Craig Wright et Clayman ont monté plusieurs sociétés ensemble. Ils s'étaient associés dans les années 2010. Et Craig Wright a mentionné à plusieurs reprises avoir créé Bitcoin avec Dave Clayman. Mais ce qui vient de tout déclencher, c'est qu'en 2013, Clayman va décéder, suite à une maladie qui le suivait depuis quelques années. Et d'après la police, il est décédé dans des conditions un peu étranges. Il est retrouvé mort dans son canapé rempli de bouteilles d'alcool vides, et le plus troublant, c'est qu'il y avait un impact de balle sur ce canapé, mais qu'aucune douille n'a jamais été retrouvée. À la suite de ça, la famille de Clayman a poursuivi Craig Wright en justice, ce qui va accélérer les choses. Elle estime que Clayman et Craig auraient tous les deux travaillé sur la création de Bitcoin et que Craig posséderait en secret 1,1 million de Bitcoin, le fameux portefeuille de Satoshi, qui serait le butin que les deux hommes auraient miné tous les deux. Sauf que la famille Clayman, elle est persuadée que Craig Wright lui a volé sa part et a gardé l'entièreté des jetons minés, alors qu'ils ont tout créé à deux. Faut pas oublier que dans tout ça, il y a toujours de très fortes chances que Craig Wright soit un énorme mytho, hein. Gardez ça en tête. De son côté, il s'est défendu en disant qu'il avait exagéré le rôle de Dave Clayman dans l'histoire de la création de Bitcoin, et il a fini, tenez-vous bien, par gagner le procès. Après, ça veut pas dire que les deux sont bien derrière Bitcoin et que Craig en posséderait plus d'1 million. Pour ça, il y a toujours aucune preuve, et il y en aura sûrement jamais, puisqu'il est fort probable que cette histoire soit inventée par le plus connu des fake Toshi. On est quand même sur un mec qui a gagné un procès pour dire qu'il est Satoshi, alors qu'il n'est pas Satoshi. Il reste deux suspects. Il reste un suspect très marrant et un suspect très étrange. Parce que je pense, selon moi, que le dernier suspect, c'est Satoshi. Notre prochain suspect, il a fait énormément de bruit dans les médias, sauf que cette fois, le pauvre, il avait rien demandé. Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, c'est un ingénieur américain d'origine japonaise, né dans les années 50. C'est un informaticien, il est très solide, il a une bonne éducation financière, et si vous vous souvenez bien, c'est lui le fameux Dorian Nakamoto, qui était le voisin d'Hal Finney, qui aurait inspiré Hal pour apparemment, dans cette théorie, trouver son surnom derrière la création de Bitcoin. Et bien en 2014, Dorian, il avait sa petite vie, tranquille, loin des médias. Il y a un article qui est paru dans le magazine Newsweek. Dans cet article, les journalistes affirment être sûrs d'avoir trouvé celui qui se cache derrière Bitcoin. Ils ont trouvé Satoshi, ça y est. Il n'y a aucun doute, c'est Dorian Nakamoto. À l'époque, Dorian, il a 64 ans. Il a travaillé pendant des années en tant qu'ingénieur informatique sur des projets parfois proches de la finance. Et d'après les journalistes, il est Satoshi. Pourquoi ? C'est quand même des journalistes, ils sont quand même très solides dans leurs recherches. Il a le même nom, c'est lui. Il a les mêmes compétences en informatique. Il a les mêmes valeurs de liberté et de vie privée. Donc c'est Satoshi, c'est sûr et certain. Il a juste pas mis un pseudo, il a juste mis son vrai nom en fait. L'article a provoqué une vague
énorme d'intérêt. Le pauvre Dorian avait des médias qui venaient à sa porte tous les jours et qui surveillaient sa maison. Allez voir sur YouTube Dorian Nakamoto. Et d'ailleurs, fait intéressant, quand on tape Satoshi Nakamoto sur Google Images, c'est la tête de Dorian Nakamoto qui ressort. Mais bon, après quelques recherches, pas vraiment poussées, et à force que ce pauvre Dorian répète que tout ça est faux, on a fini par se rendre compte qu'il avait rien en commun avec Satoshi. Ah, on n'était pas loin quand même. En même temps, c'est vrai qu'un cryptographe cypherpunk qui veut tout faire pour rester anonyme va très sûrement utiliser son vrai nom pour en faire son pseudo, c'est quand même assez logique. C'est tellement un enfer pour lui que Dorian a fini par engager un avocat, et il est encore dans le viseur de certaines personnes aujourd'hui, persuadé qu'il est bien Satoshi. Mais l'histoire s'arrête pas là. Après plus de 4 ans de silence, le Satoshi Nakamoto officiel a publié un message sur le site P2P Foundation, donc le vrai Satoshi. On est sûr que c'est l'adresse exacte qui était inactive depuis 4 ans. Le message, c'était « I am not Dorian Nakamoto ». Je ne suis pas Dorian Nakamoto. Est-ce que c'était le vrai Satoshi ? Est-ce que le compte a été hacké ? Personne ne sait. Mais Satoshi n'était pas apparu depuis 4 ans et il n'est jamais réapparu depuis. On arrive à la 3e partie de l'épisode avec certains suspects qui sont un petit peu moins connus et d'autres théories. On commence avec un informaticien américain, membre actif des cypherpunks des années 2000, Len Sassaman. Depuis tout petit, Len il est extrêmement intelligent, parfois un peu trop, pour son milieu. Il va même être diagnostiqué dépressif à l'adolescence et subir des expériences traumatisantes avec les psychiatres qui lui laisseront des gros traumatismes de l'autorité. Très rapidement, il devient un brillant cryptographe. Il fonde plusieurs entreprises dès ses 20 ans. Il va toujours travailler sur des sujets qui gravitent autour de la thématique Bitcoin, comme la cryptographie, les PGP, l'économie, les emailers, etc. Et personnellement, la théorie de Len Sassaman, c'est pour moi la plus plausible pour que ce soit Satoshi Nakamoto. Déjà, c'est un cypherpunk américain qui vit en Europe depuis assez longtemps pour avoir eu le temps de s'imprégner du style d'écriture différent de son pays d'origine. Ce qui colle avec la théorie que Satoshi est anglais. Ensuite, Len Sassaman, il était encore à l'université au moment de l'apparition de Bitcoin, et certains trouvent que la construction du code de Bitcoin fait très académique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des façons d'écrire du code. Il y en a qui sont un peu anarchistes, c'est un peu le bordel, vous voyez, imaginez ça comme un bureau. Il y en a qui vont faire un peu le bordel, il va y avoir des feuilles partout, et il y en a qui ont des trucs très cadrés, très tac, tac, tac. Et forcément, quand tu es académiste, je sais pas si ça se dit, quand tu viens d'une académie, tu as forcément une création de code assez carrée, assez académique. Et le code de Bitcoin est très, très universitaire, vous voyez, très scolaire. Et Len Sassaman, il utilisait des pratiques très conventionnelles dans le développement qu'il a appris à l'université. Et si on pousse un peu plus loin, on voit que les publications de Satoshi, elles montrent que tout au long de son année d'activité sur le forum, il était plus actif pendant les vacances d'été et les vacances d'hiver. Et il était moins présent au printemps et à la fin de l'année. Le printemps et la fin de l'année, c'est les périodes où les universitaires, les profs ou les élèves sont très occupés par les examens. Mais le fait le plus troublant, c'est probablement celui-là. Vous vous souvenez qu'en mai 2011, Satoshi Nakamoto a publié son tout dernier message et a disparu juste après. Et 2 mois plus tard, Len Sassaman est décédé tragiquement en se donnant la mort à la suite d'une bataille qu'il menait depuis des décennies contre la dépression et la maladie. Comme son ordinateur est fortement chiffré, il est impossible d'accès et il renferme peut-être la réponse du mystère autour de toute cette histoire. On continue avec Martti Malmi, développeur finlandais, connu pour être l'un des premiers contributeurs au projet, ok. Il a commencé à collaborer avec Satoshi en 2009 et il a joué un rôle crucial dans le développement du projet. Et il est aussi connu pour autre chose. En mai 2011, c'est à lui que Satoshi a envoyé le fameux message avant sa disparition. Forcément, les rumeurs comme quoi Martti et Satoshi vont rapidement arriver. Mais est-ce que Satoshi se serait parlé à lui-même pour brouiller les pistes avant de disparaître ? C'est possible, encore une fois, sauf que Martti Malmi a toujours nié être Satoshi et aucune autre preuve, à part celle-ci, sont venues vérifier cette théorie. Ensuite, on a Wei Dai, un cryptographe informaticien connu pour ses contributions, toujours le même profil, sauf que Dai, il est l'inventeur du projet Bimoni. Bimoni, c'est une tentative de monnaie numérique anonyme qu'il a créée en 1998, et l'objectif, c'était d'utiliser des trésoriers anonymes qui étaient chargés de gérer des transactions et de vérifier que les utilisateurs avaient bien les fonds nécessaires. C'est un système toujours centralisé, mais qui devient anonymisé. Bimoni est cité dans le white paper de Bitcoin, d'où le fait qu'il est aussi suspecté d'être Satoshi. Comme Adam Back et son protocole Hashcash, certains pensent que Wei Dai s'est auto-cité dans le document Bitcoin pour brouiller les pistes. Mais
Wei Dai n'a apparemment jamais été impliqué dans le développement de Bitcoin. Ce qui nous fait une piste sans réponse. Alors je vous donne encore 2-3 noms de suspects potentiels. On a Elon Musk qui était suspecté par un ancien stagiaire de SpaceX, mais Elon Musk a affirmé par la suite que selon lui c'est Nick Szabo qui a tout pour être Satoshi et que les théories autour de son histoire sont selon lui les plus réalistes. On a aussi Paul Leroux, le genre de gars que si vous tapez son nom sur Google, vous tomberez sur son Wikipédia avec écrit criminel entre parenthèses. Lui, c'est un programmeur né au Zimbabwe, connu pour quelques trafics de drogue. Il a été lié à Satoshi parce qu'il a des compétences en cryptographie, mais aussi et surtout parce que son arrestation coïncide parfaitement avec les derniers messages de Satoshi. Il y a un certain Jörg Molt, un entrepreneur allemand qui a prétendu être l'un des cofondateurs de Bitcoin, mais qui n'a fourni aucune preuve crédible, un petit peu comme Craig White, même si son histoire a fait beaucoup moins de bruit. Il a d'ailleurs été arrêté en 2011 parce qu'il se faisait passer pour Satoshi et qu'il utilisait ce statut pour voler de l'argent des investisseurs. On a aussi le trio composé de Neil King, Vladimir Oxkan et Charles Braille, qui sont 3 personnes qui ont déposé un brevet juste avant la publication du white paper de Bitcoin. Ce brevet, c'est un brevet qui est lié à une technologie cryptographique qui ressemble à celle de Bitcoin. Jed McCaleb, Timothy Simei, Russell Bricht, la liste est longue en fait. Et je pense qu'on ne saura jamais qui est Satoshi. Certains pensent aussi, et c'est fort probable que Satoshi ne soit pas une seule personne, mais plutôt un groupe de personnes qui auraient mis au point le code de Bitcoin pendant plusieurs années. Je pense notamment à un combo genre Al Finney, Nick Szabo, Adam Back, qui ont toutes les compétences nécessaires cumulées et qui auraient pu faire partie de ce groupe de créateurs. Et enfin, on pourrait tout simplement penser que Satoshi Nakamoto est décédé après avoir lancé le réseau Bitcoin. C'est assez connu qu'il possède plus d'1 million de bitcoins dans ses propres portefeuilles qui n'ont jamais été bougés depuis 2009. Est-ce qu'il y a d'autres raisons que la mort pour laisser de côté et oublier un trésor de plus de 55 milliards de dollars à l'heure d'aujourd'hui? Oui, il y en a, mais pas pour tout le monde. Cette histoire restera très sûrement un mystère à jamais, et c'est probablement mieux comme ça. Bitcoin n'a pas de figure centrale, pas d'entité qui le contrôle. Il est libre de suivre son propre chemin et les autorités n'ont personne à accuser en cas de problème. Peu importe qui il est ou qui ils sont, Satoshi Nakamoto a laissé derrière lui un système monétaire inarrêtable qui commence déjà à transformer notre système financier actuel et qui représente l'avenir de tout ce que nous connaîtrons probablement demain. Alors on n'a qu'une chose à dire, merci pour le travail et pas à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, faites-le moi savoir à travers les avis, les likes, les commentaires. C'était Lovig pour Investia. À vendredi prochain.